Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cet après-midi consacré à l'art, au numérique et à l'Europe. Alors après avoir entendu des médiateurs culturels, il nous a paru intéressant de donner la parole à un artiste, à quelqu'un qui fabrique de l'art et d'interroger son rapport au numérique. Alors, Monsieur Guillaume Veil, bonjour, merci d'être notre invité. Pour vous présenter rapidement, vous êtes un artiste plasticien et vous êtes aussi professeur d'informatique, donc vous avez une double casquette qui évidemment nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors je crois que vous voulez nous montrer, vous avez préparé une présentation de ce sujet et je rappelle bien sûr à tous nos auditeurs qu'ils peuvent nous poser des questions, elles nous seront transmises à Claire qui est là aussi, qui représente Europe Ensemble. D'ailleurs, je voulais vous présenter les excuses de Jean-Marie Génard, qui n'a pas pu venir, qui a eu un problème de dernière minute, et donc nous reprenons au débeauté sa place. Et donc Europe Ensemble et la Maison de l'Europe, nous sommes réunis pour cette heure en votre compagnie. Donc, eh bien, Monsieur Veil, à vous la parole et merci de nous faire rentrer donc dans ce que le numérique nous montre à voir. C'est votre titre. Je vous remercie. Oui, alors bonjour, on va attaquer directement dans un parcours qui est un parcours assez subjectif, qui n'a pas vocation à être exhaustif, qui n'a pas vocation à être véritablement universitaire, mais beaucoup plus sensible, un parcours qui aura trait aussi à mes questions d'artiste quand je produis des œuvres à voir, et on peut se poser la question dès le départ du titre donné à cette visioconférence. Qu'est-ce que le numérique nous montre à voir? Pourquoi montrer et voir? Eh bien, on va voir que la pulsion scopique et la dimension voyeuriste de cet art numérique est extrêmement présente au point de remettre en question sans aucun doute notre façon de voir. Donc je trouvais plus adéquat de mettre les pieds dans le plat et de faire cette redondance avec montrer et voir accoler, parce que on voit beaucoup, on montre peu, on regarde moins, beaucoup de choses qui vont voir un peu plus loin que ce que serait une reproduction vite faite, cliché, de ce qu'on a l'habitude de regarder. Merci bien. Et pour commencer, oui. Et je voudrais m'arrêter sur un film de 1997, Titanic, James Cameron, un film que vous avez sans doute vu puisque c'est un des plus gros succès du box-office. Toute nationalité européenne ou américaine ou indienne avec Bollywood, c'est un film que tout le monde a vu, et Cameron dans ce film parle beaucoup de ce que peut apporter l'art numérique et le numérique en règle générale dans notre façon de percevoir le monde. Et je vais parler, là je vous montre 4 vignettes tirées d'une scène charnière dans le film qui dure 3 heures et quelques, je ne sais plus, 3h07 de souvenirs. En fait, les 3 premiers quarts d'heure, on voit une vieille dame, Rose, qui est l'héroïne du film, jouée par la suite par Winslet avec DiCaprio, son amant prétendu. Et donc, cette femme qui vit aux États-Unis prétend être une passagère du Titanic, et elle est appelée sur le bateau d'une équipe de chercheurs de trésors maritimes. Le Titanic transportait en fait un diamant.
un très beau diamant, et cette rose serait sans doute au courant du destin du diamant. Et dans cette scène charnière, qui est la scène, je dirais, tournée dans la fiction en 1997, avant qu'on ne passe au flashback et qu'on revienne à l'époque de Titanic, eh bien, il y a cette simulation qui est censée nous montrer la vérité historique et physique du naufrage du Titanic. Or, ce qu'on perçoit, ce sont tous les artifices qui sont, dans un premier temps, montrés pour faire la fiction, avec des éclairages pas possibles, des tons bleutés, et puis c'est semi-clair-obscur. On est dans une image très léchée et qui ancre le film dans la fiction, et tout d'un coup, on a un écran déplorable. Alors, je rappelle qu'en 97, il y avait encore effectivement des moniteurs comme ça, mais ils étaient déjà beaucoup plus grands, avec des surfaces beaucoup plus plates. Et puis, il y avait, il me semble bien, déjà des écrans plats. Donc là, il y a un choix de montrer une image déjà datée technologiquement. Et quand on voit les effets, par exemple dans la deuxième vignette avec la coque en coupe du Titanic, quand on voit la qualité de rendu, on est bien dans l'artifice assumé. Or, ce qui est très important, c'est que cet artifice assumé est la partie la plus véridique, la partie la moins fictionnelle de tout Titanic. Et donc, on voit bien que là, tout d'un coup, on nous balance des images numériques qui sont un garant de réalisme, de réalité. Et la dernière phrase citée dans cette séquence, le dialogue de la fin de la scène, c'est Rose qui dit, bien sûr, l'expérience que j'ai vécue était différente. Et le propos de Cameron, ce sera aussi, il n'y a pas que ça, mais ça sera aussi de montrer quel est le poids de l'art face aux nouvelles technologies et face au réalisme. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de savoir comment ça se passe physiquement, scientifiquement, philosophiquement ou artistiquement? Et effectivement, quand on est artiste, on est obligé de se poser ces questions-là, parce que de façon très schématique, et donc, comme je l'écris un peu réductrice, je suis sûr que vous trouverez des contre-exemples, on peut quand même globalement constater que techniquement, l'informatique, c'est quelque chose qui assimile le visuel à un état de stimulation binaire. Soit ça produit de l'électricité, soit ça n'en produit pas. C'est le binaire 0-1 que tout le monde connaît. C'est le noir, pas de courant, le blanc, plein de courant, et ainsi de suite. Alors, je peux réexpliquer, si ça vous intéresse, comment on code des couleurs. On va les coder 8 fois pour le bleu, 8 fois pour le rouge, 8 fois pour le vert. On recombine tout ça et on finit par obtenir toutes les couleurs, etc., etc. Mais en fait, c'est toujours quelque chose de très binaire. Scientifiquement, le numérique, à quoi il sert? Historiquement, puisqu'on a aussi une prof d'histoire parmi nous, on sait bien que les scientifiques se sont appuyés sur le numérique pour faire des calculs afin de simuler le réel. Très vite, on a cherché à essayer de mettre en équation mathématique notre monde. Et du coup, avec les ordinateurs, on pouvait calculer plus d'informations, on pouvait prendre en compte différentes données, et du coup, on arrivait à simuler du réel. On ne cherchait pas à inventer quoi que ce soit, on cherchait à reproduire de façon électronique. Philosophiquement, le visuel, pour Platon, ça pose problème quand même, parce qu'il est bien mensonger, on est dans une grotte, et le moindre idiot prend l'ombre de la réalité pour la réalité elle-même. Et donc, heureusement qu'il y a les philosophes, parce que sans eux, on ne serait pas trop capable de comprendre ce qu'on voit. Artistiquement, effectivement, le visuel, il ouvre une voie à la connaissance de la réalité, et où ça devient de plus en plus compliqué, c'est qu'on voit bien que cette réalité, elle n'est pas atteinte forcément par le biais du réalisme.
à toute époque, hein, même à la Renaissance, où on cherche à tout prix à avoir des visions qui s'apparenteraient à la vision de l'œil, avec la perspective, etc., on s'aperçoit que certains artistes s'amusent à créer deux perspectives différentes dans le même espace, comme s'il y avait deux mondes parallèles, un monde divin et puis un monde prosaïque, habituel, que tout le monde fréquente. Et puis après le 19e siècle et la percée des avant-gardes, la fin du modernisme, on s'aperçoit que là, on peut atteindre la réalité par différents biais, et entre autres en cassant justement tous les stéréotypes qui peuvent être même hérités culturellement de la mythologie. Bref, on voit bien que visuellement, c'est le gros fouillis, que selon son approche, eh bien, on ne va pas du tout regarder de la même façon. Alors, si on est artiste et qu'on ne veut pas prendre d'appareil photo, qu'on ne veut pas prendre de pinceau, si on ne veut pas prendre de burin et de pierre, qu'on prend les ordinateurs, on va se retrouver en plus, techniquement les gens qui sont formés aux ordinateurs, c'est plutôt des scientifiques, on va être assez loin des philosophes, on risque de s'écarter des démarches artistiques, il va falloir choisir son camp. Et donc, on va essayer de voir un peu ce qui peut se passer. Là, je vous montre donc une des premières œuvres informatiques qui a été faite en Allemagne, car effectivement, très vite, on va s'apercevoir que l'artiste numérique est un artiste qui vient de toute façon de l'Occident, hein, quoi qu'il en coûte. Quelque peu, alors on a 2 ou 3 extraterrestres coréens, je pense à Nam June-paik par exemple, qui va faire de la vidéo très vite, mais ce sont surtout les Allemands, les Français, et puis les Américains qui vont travailler avec ces outils tout à fait nouveaux, bien que, je l'annonce tout de suite, faut pas être dupe. Autant jusqu'aux années 70, l'Europe se montre très agressive par rapport à la fabrication du hardware et donc être capable de développer ses propres ordinateurs, ses propres machines. Autant après les années 70 et puis depuis les années 1990, l'Europe n'est plus capable de suivre au niveau du matériel. Heureusement, les artistes n'ont pas besoin que de matériel, ils ont besoin de beaucoup de sensibilité, ils ont aussi toute une histoire derrière eux, et donc on n'est pas du tout largué au niveau européen, et il n'empêche qu'au niveau du hardware, du matériel, on est tributaire des Chinois pour la manufacturation et puis je dirais, de l'ingénierie américaine, même si on va voir aussi qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont été formés en Europe et vont être embauchés dans la Silicon Valley. Alors, Frieder Nacke est donc un artiste allemand et va en 65 faire toute une série d'hommages, par exemple à Paul Klee, et les hommages à Paul Klee sont réalisés avec une imprimante, et c'est une imprimante à 2 couleurs, un plotter drawing, c'est un format de 40 cm sur 40 cm, donc on voit des formes géométriques très simples, des lignes. Et quand on s'intéresse un petit peu à Paul Klee, on se dit mais c'est quoi le rapport à part la composition, parce qu'effectivement on retrouve un format un petit peu petit quand même, 40 sur 40 cm, ça casse pas de patte à un canard. Maintenant chez Paul Klee il y a un amour de la matière. Je ne sais pas si vous avez en tête quelques Paul Klee, mais imaginez-vous une peinture dans le commun des mortels, pour le commun des mortels, c'est juste une toile ou un bout de bois et puis de la peinture, des pigments dessus. Chez Paul Klee, il y a tout un travail de sous-couches avec des plâtres, des bandes, des papiers qu'il colle. Et donc le support n'est pas neutre et ça joue énormément avec le support. Et donc chez Paul Klee, pour ce qui est du rond, de la ligne droite, etc., ça sera toujours qu'une apparence qui sera toujours perturbée par la matière. Or là,
il y a une obsession géométrique et puis une apparition de trames typiques de l'informatique qui apparaît dans ce dessin numéro 2. Et du coup, il y a un grand écart et on voit bien que cette création numérique, eh bien, elle peut se donner un aspect visuel qui semble appartenir à une forme d'art, une création artistique traditionnelle, mais pas du tout. Et donc, c'est ce que j'essaye de dire. L'artiste numérique, un oxymore, c'est qu'il va viser quelque chose avec un héritage culturel qu'il va être sans doute amené à complètement revoir, au minimum. Alors, je ne sais pas si c'est dépasser, si c'est revenir en arrière ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il ne pourra pas faire ce que les artistes d'avant faisaient, parce que de toute façon, le geste, la main, n'a plus la même intensité. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Est-ce que ce que vous venez de dire, est-ce que ça ne peut pas être lié tout simplement à la situation d'un artiste, quelle que soit la période, où finalement, quand il crée, il fait pas forcément table rase du passé, mais il crée une rupture pour créer sa propre originalité, sa propre œuvre. Oui, exactement. Vous avez bien senti la chose, c'est que c'est pas forcément une rupture, mais il faut toujours qu'il marque son territoire. Et donc il y a toujours une remise en question de ce qui se fait. Simplement, au XXe siècle, à partir de 1850 et Courbet, il y a eu aussi la volonté de table rase. On renverse la table et on repart à zéro. Or, cet état d'esprit des avant-gardes, ce qu'on va appeler, c'est la période des avant-gardes, on peut dire qu'elle va monter, et puis elle va s'éteindre autour des années 60, 1950, 1960, de mise en question de cette table rase. Je dirais que le dernier mouvement artistique qui peut encore se revendiquer véritablement des avant-gardes, c'est le pop art. Et après le pop art, on passe à autre chose, ce que les historiens d'art vont appeler le postmodernisme. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que l'informatique n'a pas cette culture modernisme contre postmodernisme, c'est quelque chose qui arrive avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, qui commence à se développer, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout l'essor, c'est les années 50, 60, et en fait, elle éclate en pleine période postmoderniste. Donc, finalement, si c'était un objet culturel comme les autres, on devrait avoir la volonté de revoir le passé, de réutiliser les passés avec des moyens nouveaux. Or, on s'aperçoit que ça ne va pas être tout à fait le cas. Très clairement, on est tiraillé entre l'idée de récupérer le passé, et du coup, je vois les médiations culturelles, mais là, on part sur le côté culturel et moins artistique. Mais ce n'est pas étonnant, quelque part, qu'on retrouve toujours en mieux ces musées qui numérisent les œuvres d'art et qui balancent les œuvres d'art via par exemple les microfolies, mais aussi les sites web des musées et finalement il y a de la redite. On reste strictement dans une approche qui se voudrait un substitut. On repart sur la simulation. On n'est pas dans quelque chose qui annonce son autonomie, puisque c'est de la simulation. Et quand je reprends donc du coup l'œuvre précédente, donc de Nake, il prend aussi peut-être avait-il cette idée de faire un hommage à Paul Klee très sincèrement. Et avoir une composition qui ressemblerait à du Paul Klee, ce qui pourrait presque être une démarche postmoderniste, avec l'idée de revisiter une œuvre du passé, mais on s'aperçoit qu'il tape complètement à côté, et que là, on est franchement du côté encore de l'avant-garde. On ne peut plus attacher ça au Bauhaus, on ne peut plus rattacher ça à la nouvelle objectivité, ça ne peut rien avoir. Une page a été tournée, définitivement. Il n'y a pas que de la citation. Donc, effectivement, votre intervention était très juste. On fait avec, mais là, on est à côté. Alors,
du coup, moi, je vais vous parler de mon parti pris personnel, parce que c'est la commande. Donc, il va y avoir. Pour moi, ça me gêne un peu parce que il y a des œuvres d'art qui vont être d'artistes qui n'ont plus rien à prouver, d'artistes qui ont bon voilà leur nom dans toutes les encyclopédies de l'art. Soyons clairs, je suis quand même un peu loin de tout ça, même s'il m'arrive heureusement parfois d'exposer en bonne compagnie, mais donc on va osciller entre mes œuvres et puis des œuvres qui ont une valeur. Donc comme je parle au temps présent, je ne parle pas pour dans 2 siècles ou 3 siècles, et je ne sais pas où seront mes œuvres dans 2 ou 3 siècles. Ne voyez pas un excès de prétention de ma part, c'est la commande. Donc on fait un va-et-vient entre mes œuvres et des œuvres plus renommées. Alors là, je vous montre par exemple une rose trame originale 2011. C'est une impression pigmentaire de 1 mètre carré. Et j'ai un parti pris qui est celui de garder trace de toute une formation initiale scientifique, d'intérêt aussi personnel sur, par exemple, la biologie et la génétique. Et donc, je vais récupérer toutes ces données que je vais faire tourner sur les ordinateurs, par exemple un brin d'ADN avec un séquençage très particulier que je vais m'amuser à répéter sur des textures. Ou par exemple, je vais récupérer une photo et puis je vais choper le pétale central, c'est tout ce que je vais récupérer de l'image, et à partir de là, par expansion et par traitement analogique et aussi par je dirais hybridation génétique du code, eh bien je vais déformer le pétale jusqu'à obtenir cette rose artificielle. Donc on n'est plus du tout dans du réalisme, on n'est plus du tout dans la simulation biologique. Je ne suis pas sûr qu'un collègue de sciences biologiques, etc., puisse vraiment considérer mon travail comme étant quelque chose de scientifiquement entièrement pertinent, même s'il va retrouver des développements, par exemple dans la croissance, par rapport dans comment pourrait-on matérialiser la répétition de la branche d'ADN, il va retrouver ces aimants-là. Donc il va pouvoir décrypter des tas de choses. Encore faut-il, et ça je le dis, qu'il puisse voir le travail dans sa vraie dimension. Parce que clairement, là, ce que vous voyez, c'est une petite reproduction. Alors, si vous avez un écran de portable, c'est 15 pouces. Si vous avez un écran sur un ordinateur à la maison, ça va être entre 19 et 22 pouces. De toute façon, c'est trop petit. Et puis, la définition de l'image, la résolution, elle est vraiment mauvaise. Donc, vous ne voyez rien. Justement, je me permets de vous poser une question. Là-dessus, oui. J'étais en train de me poser la question par rapport au canal, justement, la création numérique. Bon, c'est forcément l'écran, mais comme vous avez l'air de dire, pas n'importe quel écran. Donc, il y a une condition de vision qui est il y a des conditions de vision qui sont quand même extrêmement, très précises et limitées. Exactement. Et bien, vous avez la question qu'on va pouvoir se reposer un petit peu plus tard, mais qui est fondamentale. Et je pense que tous les artistes numériques se posent cette question-là. Parce que oui, non parce seulement... Que le problème de... Oui. Je vous entends plus. Ah, vous m'entendez plus. Non, je disais de la même manière qu'on va dire qu'on dénature un tableau classique quand on l'imprime ou quand on en fait une copie numérique, de la même manière, alors oui, en sens inverse, comment ça se passe pour l'art numérique? J'imagine que toute impression papier n'est même pas, en fait, est une trahison forcément de l'image. Ah, complètement.
Très clairement, alors on va y venir. Là, ce que je vous ai montré, c'est un détail pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne, à peu près, ce que ça donne à la pression. Ça, c'est juste au niveau du pétale central. Vous avez un agrandissement en taille réelle, si vous avez un écran Full HD 19 pouces. Donc, vous voyez bien que là, il y a des tas de détails qui ne sont pas apparus dans l'image que vous avez vue avant. Alors, très clairement, moi, quand je réalise mes images, quand c'est des images pour impression pigmentaire, je sais déjà quelle est la destination. Et donc, tout ce que je fais, ça va être en fonction du support final. Le support final, il a fallu que je cherche énormément avant de pouvoir trouver les supports qui m'intéressaient. Je fais des impressions sur fibre de verre, par exemple. J'ai fait là pour cette rose. C'est une impression sur un papier muséal qu'on trouve en Allemagne. Et puis après, c'est une impression pigmentaire parce que si vous imprimez par exemple chez vous, ça va être plutôt des encres que vous allez utiliser, vous. Donc là, moi, c'est de la poudre. Alors, ça peut venir de végétaux, ça peut venir de minéraux, c'est pas bien grave, mais du coup, on est plus proche du pastel au niveau du rendu sur les roses, parce que vous allez voir, j'en ai fait quelques-unes, il y a d'autres productions que je fais, mais là, pour cette image, effectivement, cette image, je la produis anticipée, j'ai fait des essais en amont, et maintenant, je sais que pour ce type d'œuvre, c'est comme ça que j'ai envie que ça soit. Et effectivement, les artistes numériques ont ce souci de restitution. Vous allez voir aussi, plus tard, j'aborderai le net art, l'art pour Internet et donc sur le web. Il est évident que une page web, elle se réagence si vous l'affichez sur un téléphone portable, vous n'aurez pas le même affichage que sur un très grand écran ou sur une vidéoprojection, etc., etc. Donc il faut aussi anticiper ça. Bref, aussi un autre point important de la technologie informatique, c'est que tout fonctionne par répétition. Le copier-coller, vous en avez tous fait, et effectivement, c'est comme ça que ça marche. Dans les programmes, on fait des boucles, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il est beaucoup plus fort, la machine est beaucoup plus forte que nous pour faire des boucles sans se tromper, donc on lui fait confiance. Et donc, au départ, ceci, je l'ai conçu comme étant une de trop, ça va redescendre, comme une trame initiale, c'est la trame originale, et après, je peux la décliner tranquillement et obtenir d'autres images. Et puis, je vais réfléchir aussi à la façon de restituer cette image. Et donc là, j'avais besoin d'un fond noir parce que je travaillais là sur un film d'animation. Et donc, avec l'animation, il fallait que ça surgisse des ténèbres. Bref, je me suis reposé d'autres questions. Puis après, j'ai refait des séries grandes, retour sur papier, etc., etc. Donc, bref, on part avec des pertes de détails, donc ça ne sert à rien d'aller calculer des tas de branches d'ADN puisqu'on ne pourra pas les restituer. Puis après, il faudra quand même les réinvestir. Et où est-ce qu'on les remet ailleurs? Donc, l'image de départ, en fait, elle est entièrement transformée. Elle devient tout autre. On a vu une seule chose, mais on va dévoiler des centaines et des centaines, potentiellement, d'œuvres différentes. Voilà, donc là, le pétale s'est transformé en autre chose. Et on voit un peu comment, effectivement, les gènes, du coup, ont pris... Alors, les gènes, je ne sais pas si on voit ma souris, là, ici, tous les brins d'ADN ont été retravaillés, et c'est plus du tout les mêmes que ce qu'on avait sur la rose de la trame originale. Et pourtant... j'obtiens cette rose à partir de la première.
On voit que le tourbillon n'est plus le même. Avant, c'était un amas de pétales. Là, le pétale repart dans l'autre sens, etc., etc. Bon, alors c'est un dilemme récurrent dès les débuts de l'histoire de l'art numérique. Vera Molnar, créé en 68 par exemple, toute une série d'œuvres sans titre. Dans mes souvenirs, elles sont pas grandes, elles doivent faire 30 cm sur 30 cm. Et là, je vous ai donné un exemple de 2 dessins avec traceuse. Donc, le code est assez répétitif. Le traceur fait une ligne. Il arrête, il recommence une ligne et on change l'orientation de la ligne de façon plus ou moins aléatoire. Donc, en fait, le processus est toujours le même, mais on obtient plusieurs déclinaisons des mêmes œuvres. Alors, c'est une nouvelle forme du multiple, comme on a une historienne d'art parmi nous, autant en profiter. On sait bien que le multiple a aussi son histoire, Dürer et les gravures, Andy Warhol, puisqu'on parlait du pop art avec ses séries. Alors, est-ce que c'est un multiple ou est-ce que c'est pas un multiple? On peut se poser la question. Et donc, avec l'ordinateur, on part du principe que, de toute façon, l'ordinateur, lui, il ne sait faire que des multiples. Alors, comment faire de l'original quand on a une machine à faire des multiples? C'est aussi un vrai problème d'artiste. C'est pas qu'un problème d'informaticien. Voilà. Et en fait, pourquoi les informaticiens et les artistes ont trouvé un terrain d'entente? Parce que dans les années 50, il y a vraiment des expériences qui partent dans tous les sens, et ce sont des expériences d'un art complètement décloisonné, expérimental. De gauche à droite, là, on va avoir donc en 1950 Ben Napofsky, qui lui est mathématicien de formation, et avec l'oscilloscope, il enregistre les courbes de courant électrique obtenues par exemple avec des micros, avec ce que vous voulez, des composants électroniques, et il s'aperçoit que les formes qui dansent sur son oscilloscope sont des formes qui sont captivantes. Il n'y a pas d'autres mots. Et cette dimension hypnotique, tout autant que les résultats qu'il obtient avec les courbes. Et la courbe obtient son autonomie plastique, esthétique. Il va du coup passer aussi au domaine de l'art. Donc c'est aussi un des premiers artistes, pas numérique, parce que là on est encore dans l'analogique, mais on sent bien que l'électronique, elle est là et qu'elle ouvre une porte pour ce qui va devenir l'art numérique. Après, les Japonais, avec Katsushiro Yamaguchi et le groupe d'artistes de l'atelier expérimental, le Jiken Kobo, qui vont... Alors, c'est plus du spectacle de l'art vivant au départ, eux, leur univers. Mais ils vont enregistrer des sons, ils vont avoir, si vous regardez bien, vous avez des structures qui bougent en fonction du rythme des gens qui parlent, des musiques, etc. Il y a plein de relais qui fonctionnent, des relais électroniques qui fonctionnent, qui activent des mouvements. Et donc, on est aussi sur un art très technologique. Et puis en France, on a Nicolas Schoeffer qui travaille à ce qui deviendra l'IRCAM, si je ne me trompe. En tout cas, il passe par tous les studios expérimentaux, l'ORTF, c'est les années de grande création aussi européenne. Et Nicolas Schoeffer est un ingénieur, mais aussi un musicien, donc, et un plasticien qui va créer des sculptures électroniques interactives. Alors là, il y a toute une collection, c'est pas une seule œuvre, et on voit qu'effectivement, ça renvoie la lumière, ça réagit au son, ça fait du bruit, et puis même parfois, Nicolas Schoeffer va les monter sur des véhicules, et il va se balader dans la ville, et ça va être des grandes antennes à capter les sons, à renvoyer de la lumière. Bref, on sent que l'art numérique va arriver. Mais il faut attendre les années 60, effectivement, pour que ça éclate. Et
finalement, les Américains vont dégainer avec Generative Computer. Non, pas eux, ça c'est les Allemands. Et puis à Stuttgart, donc Generative Computer Graphique, où on voit des gens assez inclassables. Préparer des ordinateurs, faire aussi des erreurs volontaires quant à la manipulation des technologies, mettre des aimants au mauvais endroit pour entraîner des déformations de flux. Et donc, on va jouer énormément avec ça. Et puis, il se crée quelque chose de très expérimental. À New York, c'est la Computer Generated Pictures qui a lieu en avril. Donc vous voyez, ça se tient. Il y a une petite émulation entre février et avril. Il y a une compétition entre les États-Unis et l'Europe. En France, c'est en 65, c'est aussi la création du festival Sigma Bordeaux. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui s'en rappellent, parce que c'était un festival d'art ouvert sur tous les arts contemporains. Donc on a les artistes de la performance qui vont y aller. Il y a des artistes vraiment, il y a de tout. Mais ce qui est très important, c'est de l'art numérique qui va s'affirmer, et ça va durer jusqu'en 96. On va voir que effectivement, tout d'un coup, ces gens qui collaboraient parfois avec des artistes, mais qui étaient un petit peu à côté, en Europe, eh bien, on les expose vraiment avec les artistes. Et c'est une compétition bon enfant. Là, ce qu'on voit sur la photo, c'est Pierre-Henry qui dirige son concert couché, donc en 67. Il y avait des tas de magnétoscopes et d'enclencher des boucles. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde, parce qu'il y a une réflexion ou une question d'un auditeur qui pose la question, finalement, l'art numérique vise à être un art total. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière d'envisager les choses ? Alors, je ne sais pas si historiquement il le visait, mais ce qui est sûr, c'est que bien souvent, oui, il y a, oui, puis de plus en plus, bon, on va parler de la Gaîté Lyrique en vitesse aussi, mais quand on voit les expositions à la Gaîté Lyrique est un musée dédié, pas un musée, hein, une institution dédiée à l'art numérique. Et là, on voit bien que il y a de la musique, il y a des environnements, on pénètre carrément dans un truc. C'est une architecture numérique. L'espace est redéfini en fonction du numérique. Et donc, je n'affirmerai pas que l'art numérique est un art total, mais bien souvent, effectivement, il peut se confondre avec. D'accord. Il faut se méfier des généralisations. C'est tout. En 1965, l'artiste Robert Rauschenberg et l'ingénieur Billy Kruger créent l'EAT, HIT, Experimental Art Technology, mais aussi on va vu à New York, et où c'est très intéressant, c'est que par exemple en 1970 à Osaka, donc au Japon, l'exposition universelle fait appel aux sociétés privées pour avoir des pavillons au point de la technologie, au point de la consommation des années 70. Donc Pepsi, qui est une entreprise que tout le monde connaît et qui n'a rien à voir, a priori, je dis bien a priori avec l'art, parce que si vous vous intéressez un petit peu, par exemple, au milieu du cinéma, vous vous apercevez qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros producteurs de cinéma à Hollywood. Alors ça, ils mettent jamais Pepsi, hein, ils ont racheté telle ou telle grande boîte, ils produisent des films, mais c'est Pepsi. Et de fait, ils s'intéressent beaucoup au milieu du cinéma, parce que ça permet de vendre des pop-corn et toutes les boissons dans l'entrée. Ils ont leur réseau aussi de distribution
à ma diapositive. Donc là, il y a des ateliers et une diffusion inédite parce qu'effectivement, on n'est plus dans les musées, on est carrément dans un truc privé d'une multinationale alimentaire. Et Pepsi a demandé à Rauschenberg et surtout Billy Kluver, hein, c'est Kluver là, en 1970, de créer un environnement incroyable. Et on a cette sorte de bulle surmontée, non pas d'un brouillard, ce n'est pas un brouillard, c'est carrément artificiel. C'est un nuage qui a été produit par cette bulle. Alors, à l'époque, il y a aussi Yannick Xenakis qui organise des architectures pour diffuser le son de façon multipoint. Et donc là, de même, cette architecture qui n'est pas la pyramide de Xenakis, mais il y a plein d'arêtes et le son part dans tous les sens. Il y a des miroirs de tous les côtés et il y a des concerts qui sont organisés parfois. Alors là, vous ne verrez pas parce que c'est tout en petit, mais les gens aussi avaient l'ancêtre des écouteurs MP3 sans connexion, sans câble, et ils pouvaient écouter des sons rajoutés. Donc c'était très novateur. Certains, semble-t-il, en 70, j'étais pas là-bas, loin s'en faut, mais certains spectateurs étaient complètement désorientés et physiquement ressentaient un malaise à évoluer dans cet univers où on ne savait pas d'où venait le son, où son image était projetée en haut, en bas, de tous les côtés. Bref, quelque chose, effectivement, très inédit, y compris diffusion, et pour les ateliers, parce que oui, LIT s'est fait, en fait, entre autres, à New York et dans des universités. Alors, je suis désolée parce qu'il est déjà dit, il nous reste 5 minutes. Le temps passe très vite en vous écoutant et voilà, il vous reste parce que nous avons une autre intervention juste après, donc on sera obligé de rendre l'antenne dans 5 minutes. Ouais. Bref, alors ce que je voulais dire, c'est que les universités remplacent presque les beaux-arts. Bien sûr, les beaux-arts continuent de perdurer, mais effectivement, on sent bien que jusqu'en 68, c'était clair, c'était les beaux-arts, puis il y avait le prix de Rome, puis après 68, il n'y a plus le prix de Rome, l'université, par exemple, art plastique. Et il y a aussi des laboratoires art et informatique qui se créent, entre autres à Paris 8, Vincennes, Saint-Denis et au MIT, qui vont devenir les 2 plaques tournantes mondiales où des gens seront formés aux deux cultures. D'accord. Moi, j'aurais une question très personnelle. Excusez-moi, vous n'avez peut-être pas fini. Non, je n'avais pas fini, mais je réponds aux questions quand même. Non, j'aurais une question, une question de conclusion, mais c'est une question très personnelle et subjective. Pour vous, bien sûr, en tant qu'artiste, pourquoi choisir le numérique? Oui, ça aurait pu être la question de la fin, en fait. Pourquoi choisir le numérique? Je répondrai tout à l'heure, mais je vais y répondre, vous inquiétez pas. Okay. Mais je continue un petit peu. Je voulais poser ma question. Voilà, parce que comme il reste que 4 minutes. Voilà. Allez, on vous laisse. Alors, le festival Vidéoforme, par exemple, ça rayonne bien au-delà de l'université, c'est à Clermont-Ferrand. Donc, au sein des fondateurs de ce festival, on a effectivement des universités qui montrent un peu ce que c'est que le festival Vidéoforme. Si on peut envoyer la vidéo.
On continue. Il reste 2 minutes. Je vais aller voilà, très vite. Je suis désolée. Je suis pour ce rythme. Bref, donc là, c'était une œuvre, c'était un film d'animation réalisé avec des tas d'images que j'ai récupérées à gauche et à droite sur l'Internet, avec des tas de rapports sur le croisement génétique. C'est d'après quelque chose d'entièrement vrai, hein, qui a transformé un poisson en manipulation génétique afin de lui donner des couleurs qu'il n'a pas naturellement. Et donc, en fait, un des aspects les plus intéressants dans l'art numérique, c'est qu'il est capable d'imaginer des vies artificielles à partir de processus vraiment scientifiques. Mais on est justement dans la création la plus totale. Et là, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc là, il y avait Christa Sommerer et Laurent Mignonneau avec des plantes. Quand on bouge des vraies plantes, l'ordinateur, les plantes sont reliées avec des électrodes. Donc ça fait des petits courants électriques minuscules, mais qui sont amplifiés et repris par l'ordinateur. Et on a toute une végétation artificielle qui naît et qui est en interaction avec la vraie nature. Voilà. On continue. Donc là... c'est le web. Je suis désolée d'être obligée de vous couper. Je ne peux qu'inciter nos auditeurs à venir vous écouter à Blois. Je pense que vous devez intervenir de temps en temps et j'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre. Et je vous rappelle que nous allons maintenant avoir une intervention de Madame Baja qui travaille sur le patrimoine culturel européen et la numérisation. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir, Claire aussi. Et puis, à très bientôt. Merci.